Alors bonjour tout le monde. Je suis docteur Ben Slimane, chirurgien à l'EHU d'Oran, service de chirurgie générale. On va voir aujourd'hui les péritonites aiguës. Il faut savoir que les péritonites aiguës est une urgence médico-chirurgicale qu'on rencontre très souvent au niveau de la pratique quotidienne des urgences. Alors, comment qu'on peut définir la péritonite? Alors, la péritonite est une inflammation, une infection aiguë du péritoine. Elle survient généralement après une agression. Cette agression peut être bactérienne ou chimique, ou bien elle peut être mixte, c'est-à-dire bactérienne et chimique en même temps. Et quand elle concerne toute la cavité abdominale, on l'appelle péritonite aiguë généralisée, comme elle peut concerner juste une partie de la cavité abdominale et on l'appelle péritonite localisée ou communément implastrant. Il s'agit d'une urgence médico-chirurgicale. On n'opère jamais tout de suite une péritonite. Alors, il faut toujours passer par une petite préparation médicale ou une prise en charge de réanimation avant un acte chirurgical. Sur le plan anatomique, le péritoine est une membrane séreuse qui est richement vascularisée. On va voir l'importance de cette vascularisation dans le volet physiologique et est une membrane innervée. Elle a un double feuillet. Ce feuillet peut être pariétal et il va envelopper la cavité abdominale, les parois de la cavité abdominale, pardon, antérieure, latérale et postérieure, et la cavité pelvienne. Et le feuillet viscéral, le deuxième feuillet, qui va envelopper tous les organes intra-abdominaux. Il faut savoir que le péritoine divise l'abdomen en deux étages, un étage sus-mésocolique et un étage sous-mésocolique. Alors, ces étages sont séparés par le côlon transverse et son mésocôlon, et ils séparent, j'ai dit, l'étage sus-mésocolique qui comporte l'estomac, la rate, le foie, une partie du duodénum, la partie supérieure du duodénum et le pancréas. L'étage sous-mésocolique qui va comporter la totalité de l'intestin grêle, le côlon ascendant avec le sécom et l'appendice, le côlon descendant, le sigmoïde, rectum et la vessie. Il faut savoir qu'au niveau de ces deux étages existent des récessus ou des loges qui peuvent, euh, qui peuvent être le siège d'une collection des liquides. Alors, au niveau de l'étage sus-mésocolique, on a la loge sous-phrénique, droite et gauche, et l'arrière cavité des épiblancs, c'est-à-dire juste derrière l'estomac. Au niveau de l'étage sous-mésocolique, on a les gouttières pariétocoliques à droite et à gauche, la fosse iliaque droite et le cul-de-sac de Douglas qui est la région la plus déclive de l'abdomen. Alors, le péritoine, on a vu tout à l'heure que c'est une membrane richement vascularisée, ce qui veut dire que c'est une membrane qui est active sur le plan échange. C'est-à-dire c'est une membrane qui sécrète et qui absorbe. Alors, elle sécrète quoi? Elle sécrète un liquide visqueux qui est riche en protéines et riche en cellules de défense. Alors, ce liquide visqueux facilite le glissement des organes l'un par rapport à l'autre, il facilite le péristaltisme et les cellules de défense donnent à la paroi péritoniale euh, un mécanisme de défense contre toute infection. Et le péritoine, en même temps, réabsorbe tous les liquides qui sont sécrétés. Alors, on peut classer les péritonites selon les circonstances des survenus, comme on peut les classer selon la localisation anatomique, selon l'environnement, selon la sévérité. La classification la plus utilisée, c'est la classification de Hambo, qui classe les péritonites en trois. Les péritonites primitives, les péritonites secondaires et les péritonites tertiaires, et on va les définir une par une. Les péritonites primitives, elle est due à une infection spontanée qui survient soit par une voie hématogène ou par une translocation. Hématogène, ça veut dire que la bactérie est transportée par voie hématogène, par le sang, ou bien une translocation d'une bactérie d'un endroit à un autre
sans qu'il y ait solution de continuité de la paroi intestinale. Alors, le caractère bactérien de ces infections est particulier, c'est généralement des infections monobactériennes, c'est-à-dire on va rencontrer qu'une seule bactérie qui est responsable de cette infection, contrairement aux péritonites secondaires et tertiaires. Les causes les plus fréquentes, c'est les péritonites spontanées de l'enfant, le liquide d'acide dans les hypertensions portales qui peut s'infecter, la dialyse péritoniale. Alors, il faut savoir que la dialyse péritoniale, on va injecter un liquide osmotique au niveau de la cavité péritoniale qui va permettre une dialyse chez les insuffisants rénaux. Ce liquide, il peut s'infecter et donner une péritonite primitive. Les péritonites spontanées à pneumocoque et les péritonites tuberculeuses. Il faut savoir que le traitement des péritonites primitives n'est pas un traitement chirurgical, il est purement médical. Les péritonites secondaires, elles sont liées à une diffusion d'une infection abdominale localisée ou la perforation d'un organe creux. Alors, une infection abdominale localisée comme une appendicite, comme une cholécystite, et une perforation d'un organe creux comme une perforation d'un ulcère gastro-duodénal ou une perforation d'un diverticule colique. Cette infection est polymicrobienne. Alors, comme il y a une perforation d'un organe creux ou une infection abdominale localisée qui va se rompre dans la cavité abdominale, donc on a beaucoup de bactéries qui vont loger à l'intérieur de la cavité abdominale, péritoniale, et donc dans l'étude bactériologique, on va voir beaucoup de germes qui sont responsables de cette infection. Les principales étiologies sont les perforations intrapéritoniales, les perforations gastro-intestinales, pariétales, la nécrose d'une paroi intestinale, une pelvie péritonite, et on va voir tout ça dans les situations cliniques retrouvées. Les péritonites post-opératoires, il faut savoir quand on opère un estomac ou un côlon, on va réséquer une partie de l'estomac ou tout l'estomac, on va réséquer une partie du côlon, on va faire une anastomose. Cette anastomose, elle peut s'ouvrir en post-opératoire et on appelle ça lâchage d'anastomose. Et ce lâchage d'anastomose peut être à l'origine, enfin, il va être à l'origine d'une péritonite post-opératoire. Les péritonites post-traumatiques, après un traumatisme fermé, ou bien une plaie par arme blanche qui va perforer un organe creux et va être à l'origine d'une péritonite aiguë. Les péritonites tertiaires, alors ces péritonites tertiaires est un contexte un peu particulier, très difficile à définir et très difficile à comprendre. Il faut savoir que c'est une infection qui persiste après un traitement médical ou chirurgical bien conduit. Il s'agit généralement d'une péritonite d'origine nosocomiale. Leur traitement est très difficile et l'évolution se fait dans 30% des cas vers le décès. Alors, les classifications selon les localisations anatomiques, on a vu qu'il existe deux étages, un étage sus-mésocolique et un étage sous-mésocolique. Et au niveau de l'étage sus-mésocolique, une perforation gastrique, une perforation duodénale ou une rupture d'une vésicule biliaire malade peut conduire à une péritonite sus-mésocolique, une perforation du grêle, perforation de l'appendice ou du côlon peut conduire à une péritonite aiguë sous-mésocolique. Ensuite, la péritonite peut devenir généralisée si elle intéresse tout l'abdomen. Sur le plan physiopathologique, la péritonite secondaire est due soit à une perforation d'un organe creux, soit à l'extension d'un foyer septique. Alors, comment que je peux vous expliquer ça? Alors, la perforation d'un organe creux, c'est clair, on a un estomac ou un organe colique ou grêle qui se perfore, et là, on va avoir une péritonite, soit un foyer septique, par exemple un abcès appendiculaire,
un abcès biliaire ou n'importe quel autre abcès qui va se rompre dans la cavité abdominale et va donner une péritonite secondaire. Euh, alors l'agression péritoniale peut être chimique, elle peut être septique, comme elle peut être mixte. Alors, c'est quoi une péritonite chimique? C'est quoi une péritonite mixte? Alors, pour vous expliquer ça, quand on a par exemple une rupture de la vessie, alors il faut savoir que le liquide contenu de la vessie est un liquide aseptique. Aseptique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de bactéries au niveau de la vessie. Par contre, le liquide qui est contenu dans la vessie, qui est les urines, c'est un produit chimique qui est corrosif pour la paroi euh, péritoniale. C'est-à-dire quand on a une agression par les urines, ou bien une agression par le liquide biliaire, ou bien une agression par le liquide gastrique, et une agression par un produit chimique. Les bactéries n'existent pas au début, mais c'est le produit chimique qui va être à l'origine de cette péritonite. On l'appelle péritonite par, par un produit, par une agression chimique. Alors, une agression septique, c'est quoi? Quand on a une perforation d'un appendice qui est sale, quand on a une perforation d'une paroi colique qui contient des matières fécales, alors ces matières qui sont pleines de bactéries vont rapidement, entraîner une péritonite bactérienne. Donc, cette agression est d'emblée septique. Dans quel cas on peut avoir une agression mixte, c'est-à-dire chimique et septique en même temps? C'est dans les péritonites par perforation d'un ulcère gastro-duodénal. Et là, on a le suc gastrique, le suc pancréatique, en plus des bactéries qui existent au niveau de la lumière gastrique. Et là, on a une agression en même temps chimique et en même temps septique. Donc on a vu que les épanchements se collectent au niveau des récessus qu'on a vu tout à l'heure, au niveau des états sus et sous-mésocoliques. Alors, cet organigramme va vous expliquer la physiopathologie de la péritonite. Alors, on a au début une agression séreuse péritoniale qui va se traduire par une inflammation du péritoine. Ensuite, il va y avoir une exsudation intra-extra-péritoniale, c'est-à-dire que la paroi va sécréter beaucoup plus de liquide que d'habitude, et c'est une autodéfense péritoniale. Cette autodéfense péritoniale peut être suffisante comme elle peut être insuffisante. Alors si elle est suffisante, il va y avoir une circonscription de la collection, il y a une sécrétion de fibrine, fausse membrane, il va y avoir une agglutination dense et de grand épiplan, et on appelle ça les péritonites plastiques localisées ou bien les plastrons. Cette autodéfense péritoniale peut être insuffisante et elle conduit vers une diffusion de l'infection vers toute la cavité péritoniale et en l'absence de traitement, elle évolue vers l'état de choc. Alors, par rapport à toute agression péritoniale, il va y avoir un ileus réflexe, c'est-à-dire une paralysie de tout le grêle. C'est-à-dire qu'il va y avoir un arrêt du transit avec vomissement, stase intestinale, un troisième secteur qui va conduire vers une hypovolémie et l'état de choc plus hypovolémie vont conduire à la défaillance multiviscérale, c'est-à-dire la défaillance de toutes les fonctions du corps humain. Alors sur le plan clinique, une péritonite aiguë secondaire généralisée, quelle que soit son origine, elle adopte un tableau clinique qui est commun généralement. Alors, la seule différence, c'est le début de la symptomatologie qui peut orienter vers une telle ou telle étiologie. Alors, on va bien interroger le malade sur ses antécédents médicaux, chirurgicaux, s'il a un ulcère connu sous traitement, s'il a une maladie inflammatoire de l'intestin grêle, comme le Crohn, comme les rectocolites uséro-hémorragiques. Alors il faut
savoir si ce sujet il fume, il boit de l'alcool, est-ce qu'il prend des médicaments qui sont gastrotoxiques, des anti-inflammatoires par exemple par rapport à une pathologie articulaire, par rapport à n'importe quelle pathologie qui nécessite des corticoïdes ou des AINS. Alors sur le plan clinique, la péritonite abdominale se manifeste par une douleur abdominale, c'est le maître symptôme. Cette douleur abdominale, elle n'a pas de caractère précis, spécifique, elle est généralement violente, elle a un début qui est brutal et progressivement croissante. Elle est continue, elle est intense en coup de poignard et euh, elle est localisée puis rapidement diffuse vers tout l'abdomen. Alors cette notion de localiser puis diffuse est une notion très importante et c'est une notion qu'on qu'on doit relever par l'interrogatoire parce que le sujet ne va pas venir au début de la symptomatologie, il va venir généralement 6 heures, 7 heures, 8 heures, 24 heures après le début de la symptomatologie et l'interrogatoire doit relever cette notion de douleur localisée, c'est-à-dire où est-ce que la douleur a commencé au début. Et le sujet peut te dire clairement que la douleur a commencé au niveau de la région épigastrique, elle a commencé au niveau de la fosse iliaque droite, elle a commencé au niveau de la fosse iliaque gauche, ensuite elle est devenue rapidement généralisée et cette notion va nous orienter vers une étiologie précise. D'accord? Donc le siège de cette douleur, l'irradiation. Donc on doit relever à l'interrogatoire et à l'examen clinique tous les caractères de cette douleur. Alors, la douleur peut s'accompagner de vomissements qui sont inconstants, qui peuvent être biliaires, qui peuvent être alimentaires, qui peuvent être à un certain moment fécaloïdes. Un arrêt de transit, un arrêt de transit est expliqué par l'ileus paralytique. Cet ileus paralytique est une paralysie de l'intestin grêle qui se fait au contact d'une hémorragie ou d'une agression bactérienne. Et on a à partir de là un ileus réactionnel qui est responsable d'un arrêt du transit. Alors, on a une altération de l'état général, un faciès qui est pâle, crispé, couvert de sueur. La fièvre, elle est de l'ordre de 39-40 degrés. Elle s'accompagne de frissons et de pouls accélérés. À un stade plus avancé, en l'absence de traitement, on assiste à l'état de choc, les signes d'un état de choc et la défaillance multiviscérale. On a une tension artérielle qui est basse, un pouls qui est filant, une oligurie, une oligurie signe le début de la défaillance multiviscérale et l'insuffisance rénale, frisson, sueur profonde, une déshydratation, marbrure, froideur des extrémités. Et là, la sanction chirurgicale est très urgente si ce n'est pas trop tard. Alors, à l'inspection, il y a une diminution ou absence de la mobilité abdominale avec les mouvements respiratoires. Alors, on a un ventre immobile et une contracture visible. Déjà, à l'inspection, on voit les muscles abdominaux qui se dessinent. Alors, la palpation, elle va provoquer une douleur et surtout le maître symptôme qui est la contracture abdominale. Elle est visible et palpable. C'est le ventre de bois. C'est comme si on palpe un morceau de bois. Alors, le ventre de bois est la contracture qui signe la péritonite aiguë. Alors, il faut savoir que cette contracture, elle est généralisée, elle est douloureuse, elle est permanente, elle est tonique et elle est invincible, surtout spontanée. Pourquoi on dit ça? C'est pour différencier une contracture d'une défense. Donc, comment peut-on faire la différence entre une contracture et une défense? C'est que la défense, elle est rarement généralisée, elle est généralement localisée. La défense, elle est également douloureuse, elle n'est pas permanente, la défense. La défense, elle est déclenchée par le toucher, par la palpation, et surtout,
elle est vincible, c'est-à-dire on peut la vaincre. On peut vaincre une défense. En parlant avec le malade, en le soulageant, on peut vaincre facilement une défense, d'accord? Et cette défense, elle n'est pas spontanée. Donc, il est important de faire la différence entre une contracture et une défense. La défense, elle ne disparaît pas, plutôt elle disparaît après l'anesthésie générale et une contracture ne disparaît pas après une anesthésie générale. Alors, la percussion, la percussion est un examen qui n'est pas très indispensable, mais en cas d'une perforation d'un organe creux, il peut y avoir disparition de la matité pré-hépatique, signant le pneumopéritoine, une matité des flancs qui va signer un épanchement intra-abdominal ou un tympanisme global par rapport à l'ileus réflexe. À l'auscultation, c'est les bruits intestinaux qui sont diminués ou abolis. Et au niveau des examens pelviens, les touchés pelviens, surtout le toucher rectal, qui est très très douloureux et on l'appelle le cri de Douglas. Alors, la contracture de la paroi abdominale, c'est-à-dire la contracture du muscle grand droit, suffit à elle seule à poser le diagnostic d'une péritonite aiguë et conduit à l'intervention chirurgicale en urgence. Ce qui veut dire que le diagnostic de la péritonite est clinique. Les examens complémentaires sont là pour asseoir le diagnostic et surtout pour l'étiologie de la péritonite, pas pour le diagnostic positif de la péritonite. Alors, les examens complémentaires, on a les examens biologiques qui n'ont pas de valeur diagnostique. Alors, ce n'est pas à travers ces examens complémentaires qu'on va diagnostiquer la péritonite, mais à travers ces examens complémentaires, on va évaluer la gravité de cette péritonite et ensuite, on va adapter la réanimation en fonction des éléments biologiques que nous avons. Alors, on peut réaliser un hémogramme, une fonction rénale, un ionogramme, un bilan hépatique, etc. La radiologie, alors c'est un examen qui est assez révolu, l'abdomen sans préparation. Alors vous allez voir dans toutes les références bibliographiques que l'abdomen sans préparation n'est plus un examen qui va poser le diagnostic d'une péritonite aiguë à travers le pneumopéritoine, mais c'est surtout le scanner abdominal. L'aspect a des indications précises, il en garde 4 ou 5 indications. Mais dans la pratique courante, ici à notre niveau, il est un peu difficile des fois d'avoir accès au scanner et il faut dire que l'abdomen sans préparation garde chez nous une place très importante dans le diagnostic de certaines pathologies d'urgence comme les péritonites par perforation d'organes creux, comme les occlusions intestinales. C'est très important de le savoir. Donc, l'aspect, il recherche le croissant gazeux sous-diaphragmatique qui peut être uni ou bilatéral et c'est le pneumopéritoine. Alors là, on voit clairement le pneumopéritoine. Là, on a des flèches rouges. Là aussi, un pneumopéritoine bilatéral important. L'échographie. Alors l'échographie, elle n'a pas une importance primordiale dans le diagnostic ou dans l'arsenal paraclinique. Elle permet de relever un épanchement, de mettre en évidence un épanchement ou un pneumopéritoine, un petit pneumopéritoine, s'il n'est pas visible par l'aspect. L'examen le plus important, c'est le scanner abdominal avec ou sans injection de produits de contraste en fonction de la fonction rénale, bien sûr. Il permet d'écarter un doute diagnostique et oriente vers l'étiologie. Il va mettre en évidence un petit pneumopéritoine non visible sur la radiologie standard. Il met en évidence un épanchement liquidé intra-abdominal et il peut montrer la cause de cette péritonite.
Alors, les examens, les opacifications digestives, qu'on utilise de moins en moins, ces examens sont effectués au liquide hydrosoluble à la recherche d'une fuite extraluminale, c'est-à-dire fuite de de ce liquide à travers la paroi intestinale. Et là, on voit une extravasation du lavement aux hydrosolubles au niveau de de la région pylorique. Je ne sais pas si le curseur, vous voyez le curseur ici. Donc là, c'est l'estomac, la petite courbure, et au niveau de cette région, on a une extravasation du produit de contraste qui signe une perforation probablement ulcéreuse. Alors, l'évolution. Les péritonites aiguës généralisées, sans traitement, ont une évolution fatale. Donc, les péritonites évoluent généralement vers le décès. 10 à 40% des péritonites évoluent vers le décès. C'est pour ça que le traitement des péritonites aiguës généralisées à temps est important. Une péritonite, on doit l'opérer dans les 24-48 heures après son installation. Si elle commence à rentrer dans la défaillance multiviscérale, dans l'état de choc et tout, il est très difficile de récupérer ces malades et malheureusement, l'évolution, elle se fait ipso facto vers le décès. Alors, traiter précocement, comme je vous ai dit, l'évolution, elle se fait vers la guérison. Chaque complication générale étant traitée de façon symptomatique. En l'absence de traitement, l'évolution peut être rapidement mortelle par un état de choc septique sévère ou syndrome de défaillance multiviscérale. Euh, alors, il peut se produire des complications septiques locales avec formation d'un abcès intrapéritonéal ou abcès métastatique hépatique dû à une pyléphlébite. C'est quoi la, la pyléphlébite? Alors, je vous explique tout à l'heure. L'évolution des complications. Alors, la péritonite aiguë, elle a une complication infectieuse, c'est-à-dire elle évolue vers la septicémie, le choc septique, la CIVD, des complications hémodynamiques, c'est l'état de choc, le collapsus et l'arrêt circulatoire. Elle évolue vers l'insuffisance rénale, qui est au début fonctionnelle et en l'absence, en cas de retard de traitement, elle peut devenir organique. Une hémorragie digestive par une gastrite hémorragique aiguë qui est généralement due au stress. Une défaillance respiratoire qui est le syndrome de détresse respiratoire aiguë lié à l'infection. Un foie de choc qui se manifeste par un ictère et des troubles neurologiques avec confusion et agitation. Alors, les formes cliniques. Alors, les formes cliniques, c'est les formes étiologiques qu'on va voir au début. Les formes étiologiques, c'est-à-dire l'étiologie de la péritonite. Alors, la péritonite la plus rencontrée dans la pratique quotidienne, c'est les péritonites appendiculaires. Cette péritonite appendiculaire est la cause la plus fréquente des péritonites infectieuses. Elle survient si le sujet jeûne. La douleur, elle est localisée au début au niveau de la fosse iliaque droite et elle va s'étendre rapidement au reste de la cavité péritoniale. Elle s'accompagne de fièvre, d'une altération de l'état général. Il existe trois formes de péritonite d'origine appendiculaire. C'est la péritonite purulente généralisée d'emblée. Elle est inaugurale. On l'appelle la péritonite en un temps. C'est-à-dire que d'emblée, l'appendice se rend dans la cavité abdominale et il donne une péritonite aiguë libre. Les péritonites en deux temps, c'est-à-dire que la diffusion, elle se fait
d'abord vers un pio-appendice. Ensuite, le pio-appendice se rend dans la cavité abdominale. On dit que cette péritonite est passée par deux temps, c'est-à-dire l'installation d'un appendice avec une inflammation aiguë, d'une appendicite avec une inflammation et tout, et ensuite une péritonite aiguë. La péritonite en trois temps, c'est-à-dire qu'il y a eu installation d'une appendicite, survenue d'une appendicite, ensuite la survenue d'un abcès péri-appendiculaire, et c'est cet abcès qui va se rompre et donner en troisième lieu une péritonite. On l'appelle péritonite en trois temps. Deuxième forme clinique, c'est les péritonites par perforation d'ulcères gastriques ou duodénales. Alors sur le plan épidémiologique, c'est la seconde cause des péritonites généralisées. Le tableau, il est typique, c'est un jeune homme qui a généralement un antécédent de douleur épigastrique ou un ulcère qui est connu. Le début, il est brutal, il est en coup de poignard. Et il faut toujours à l'interrogatoire rechercher les antécédents de ce patient. Est-ce qu'il a un ulcère connu ou bien il traite pour une pathologie qui nécessite des traitements anti-inflammatoires ou des corticoïdes. Et c'est généralement des médicaments gastrotoxiques qui peuvent engendrer une perforation de l'estomac ou du duodénum. La contracture ou la douleur, elle est d'abord épigastrique, ensuite elle devient rapidement généralisée et là, l'aspect peut montrer le pneumopéritoine dans 75% des cas. Là, je vous montre une perforation gastrique, elle est claire. Là, c'est une perforation gastrique avec altération de la muqueuse autour de la perforation et là, c'est probablement un cancer gastrique qui s'est perforé. Et là, on a un ulcère, probablement un ulcère parce que là, on a une muqueuse qui est plus ou moins saine autour de cette perforation. Un scanner et un aspect qui montre le pneumopéritoine bilatéral. Les péritonites par perforation colique, alors il faut savoir que ces péritonites par perforation colique sont extrêmement graves. On les appelle les péritonites stercorales parce qu'il y a déversement des matières fécales dans la cavité péritoniale. Ces matières fécales sont hautement septiques et vont entraîner une péritonite aiguë grave. Alors, cette péritonite stercorale peut survenir dans les maladies diverticulaires sigmoïdiennes, comme elle peut survenir après un cancer colorectal qui peut se perforer, ou bien d'autres étiologies, une perforation d'une colite ischémique, une perforation sécale dans le syndrome d'Ogilvie, une perforation iatrogène après un examen par colonoscopie totale ou autre. Alors là, on a une image après une radiographie aux hydrosolubles. On a ici des diverticules péritoniaux, plutôt coliques, sigmoïdiens, qui peuvent s'infecter et qui peuvent se perforer dans la cavité péritoniale. Comme quatrième forme clinique, on a les péritonites biliaires. Alors, ces péritonites biliaires compliquent généralement une cholécystite, qu'elle soit lithiasique ou non, soit par diffusion de la cholécystite, soit par perforation de la vésicule biliaire dans la cavité péritoniale ou bien la perforation d'un abcès périvésiculaire dans la cavité péritoniale. Bon, c'est l'apanage généralement des femmes qui sont obèses, qui ont un antécédent de lithiase vésiculaire. La douleur, elle a un début qui est brutal au niveau de l'hypocondre droit et comme toutes les autres péritonites, irradiant rapidement vers la contracture généralisée sans pneumopéritoine parce qu'il n'y a pas un organe creux qui est perforé. Les péritonites gynécologiques
C'est l'apanage des femmes en activité génitale et elle peut être soit d'origine salpingienne, soit après une manœuvre abortive, c'est-à-dire un curetage après un avortement ou un curetage biopsique. Les signes péritoniaux prédominent au niveau du pelvis avec une douleur brutale hypogastrique, des signes, des signes alors, des signes d'irritation de la vessie, et ça s'explique par une polachyurie, des signes d'irritation rectale avec ténèsme, faux besoin. La contracture, elle est hypogastrique. Les touchés pelviens sont très très douloureux et le traitement débute par une antibiothérapie à large spectre. Les péritonites post-opératoires. Les péritonites post-opératoires est une entité assez particulière parce que c'est des situations qui sont généralement attendues après une intervention chirurgicale. Alors, ils compliquent généralement une anastomose digestive. Alors, une anastomose digestive ou bien une plaie opératoire, c'est-à-dire en opératoire, une plaie qui est méconnue de l'intestin. Alors, elles surviennent le plus souvent entre le cinquième ou le septième jour post-opératoire, comme elle peut survenir juste après l'intervention au premier, au deuxième ou au troisième jour post-opératoire. Les signes cliniques peuvent être identiques à ceux d'une péritonite extra-hospitalière, mais comme le sujet est des fois affaibli par la pathologie et affaibli par la chirurgie elle-même, les signes cliniques peuvent être trompeurs. Alors, les formes symptomatiques, c'est-à-dire les formes évolutives, alors on a les formes toxiques. Les formes toxiques sont généralement graves, marquées par l'exacerbation des signes généraux, la défaillance multiviscérale qui est souvent irréversible et conduit généralement vers le décès. Les péritonites asthéniques. Alors, pourquoi on les appelle péritonites asthéniques? Parce que c'est des péritonites qui ne s'accompagnent pas du maître symptôme des péritonites, c'est-à-dire ne s'accompagnent pas d'une contracture généralisée. Alors, c'est généralement les sujets âgés ou bien les sujets immunodéprimés, fatigués par une pathologie donnée en mauvais état général, traités généralement par des immunosuppresseurs ou des corticoïdes. Et les signes généraux sont graves, toxiques. La contracture, comme je vous ai dit, elle est souvent absente et le diagnostic est généralement difficile à poser. Alors, les péritonites localisées, on les appelle plastrons ou péritonites plastiques localisées. Alors, c'est quoi les péritonites plastiques localisées? C'est un système de défense qui se fait, lorsqu'on a une agression bactérienne. Quand on a un abcès, une rupture d'un organe creux, il va y avoir une mobilisation de tous les organes mobiles intrapéritonéales qui sont le péritoine, qui sont plutôt les épiplans, l'intestin grêle ou une partie du sigmoïde ou du transverse qui viennent colmater une région inflammée et malade. Donc c'est un foyer infectieux qui est cloisonné par les organes de voisinage. Alors le plastron, il est rencontré surtout en cas d'appendicite ou de cholécystite ou de diverticulite aiguë. Alors là, à la palpation, on a un blindage de la cavité, de la paroi plutôt abdominale, faisant un seul corps avec la paroi. Donc ce blindage est généralement mal limité et on a à la biologie une hyperleucocytose. Alors les péritonites localisées, euh, on peut avoir dans les péritonites localisées un abcès. Un abcès. Alors dans les péritonites localisées, on a les abcès soufréniques. Il s'agit de tout abcès siégeant dans la région sus-mésocolique, c'est-à-dire au niveau de la partie supérieure
de la cavité abdominale séparée par le mésocolon transverse. Et on a un tableau clinique d'une suppuration profonde épigastrique qui se manifeste par des douleurs de l'hypochondre droit ou gauche, avec irritation du diaphragme. Cette irritation, elle se manifeste par surtout un hoquet, une toux sèche et une douleur scapulaire ou de l'épaule. Et s'accompagne d'un syndrome infectieux, c'est-à-dire altération de l'état général, fièvre, frisson, etc. Donc, la radiographie pulmonaire montre une ascension d'une coupole diaphragmatique, droite ou gauche, et un épanchement pleural réactionnel du même côté que l'abcès. L'échographie ou le scanner confirme le diagnostic. L'abcès du Douglas. Alors, cet abcès du Douglas, comme le cul-de-sac de Douglas est la région la plus déclive de l'abdomen, il peut y avoir rapidement une collection qui peut s'abséder. Elle se manifeste par une douleur hypogastrique, donc, avec des signes urinaires, des signes rectaux, une diarrhée fréquente, la fièvre qui est oscillante et un toucher rectal qui est douloureux avec un bombement du cul-de-sac de Douglas. Et le diagnostic se fait généralement par l'échographie ou bien le meilleur examen qui peut poser le diagnostic de cet abcès, c'est le scanner abdominal. Alors comment le problème du diagnostic différentiel peut se poser avec soit des affections médicales ou des affections chirurgicales. Avec des affections médicales comme les coliques néphrétiques, les poussées aiguës ulcéreuses, c'est-à-dire les gastrites ou des ulcères qui peuvent se manifester par une crise hyperalgique qui peut simuler carrément une péritonite par perforation d'un ulcère, des coliques biliaires, des affections cardiaques, un IDM, un infarctus du myocarde dans sa forme abdominale par exemple. C'est pour ça qu'il faut réaliser un tracé électrocardiographique devant toute douleur abdominale, quelle que soit son origine. Des crises solaires, c'est-à-dire des douleurs abdominales épigastriques, lors des tumeurs pancréatiques ou des tumeurs duodénales ou gastriques qui peuvent infiltrer le centre nerveux de l'abdomen. Ils peuvent donner des douleurs très importantes au niveau de la région épigastrique, des pneumopathies de la base pulmonaire et un syndrome neuroleptique avec agitation, douleur abdominale, vomissement et une hyperthermie à 40 degrés. Les affections chirurgicales qui peuvent poser le diagnostic différentiel avec les péritonites aiguës, on a surtout les pancréatites aiguës qui peuvent simuler un tableau de péritonite aiguë, un infarctus mésentérique, une torsion aiguë d'un kyste de l'ovaire, un volvulus du grêle ou du côlon, une occlusion intestinale aiguë, une cholécystite, un hémopéritoine, une grossesse extra-utérine. Alors toutes ces pathologies peuvent simuler des fois une péritonite aiguë généralisée ou localisée. Alors le traitement, alors, il faut savoir que le traitement chirurgical intéresse surtout les péritonites secondaires. Par contre, les péritonites primaires ne relèvent pas d'une sanction chirurgicale. Seul le traitement médical qui est efficace, il repose sur une antibiothérapie probabiliste guidée ensuite par les résultats bactériologiques des prélèvements. Les péritonites secondaires. Alors là, les péritonites secondaires, on a vu qu'il s'agit d'une urgence surtout médico-chirurgicale. La prise en charge doit être extrêmement précoce. Il ne faut jamais retarder la prise en charge thérapeutique d'une péritonite une fois le diagnostic posé. Cette prise en charge thérapeutique, elle se fait en étroite collaboration entre les chirurgiens et le réanimateur. Alors, le traitement, il comporte deux volets très importants. Il y a le volet médical, qui est la réanimation, et le volet chirurgical. Alors, le traitement médical, qui est la réanimation, il a pour objectif de lutter contre l'infection,
et il prévient le syndrome de défaillance multiviscérale. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va conditionner le malade, placer une voie veineuse périphérique ou bien une voie centrale, des prélèvements pour un bilan général, une hémoculture, une oxygénothérapie. Il faut mettre une sonde nasogastrique en aspiration douce, un cathéter urinaire avec un prélèvement d'urine et un monitorage cardiovasculaire. Euh, le traitement de l'état de choc par remplissage vasculaire, euh, rééquilibre hydroélectrolytique et lutter contre la dénutrition euh, par une, euh, par une alimentation parentérale d'emblée. Une antibiothérapie, bien sûr, qui doit être administrée. Elle est généralement probabiliste et ensuite elle est guidée par les résultats des prélèvements pour études bactériologiques. Alors, le traitement chirurgical. Alors, le traitement chirurgical, euh, c'est le traitement de choix, c'est ce qu'on doit faire devant toute une péritonite secondaire. Alors la voie d'abord qui doit être large, quand on choisit la voie laparotomique, c'est-à-dire la laparotomie qui doit être médiane et large pour permettre une exploration aisée de la cavité péritoniale, comme on peut aborder l'abdomen par voie laparoscopique, cœlioscopique, en cas de péritonite appendiculaire ou de péritonite par perforation d'un ulcère gastro-duodénal. Cette laparoscopie, elle permet une exploration aisée de la cavité abdominale à travers une caméra. Elle permet de poser le diagnostic. Ensuite, traitement de l'étiologie par soit une appendicectomie, soit une suture de la perforation d'ulcère avec une toilette péritoniale généralisée. Donc, au début de l'intervention, on doit réaliser des prélèvements de tout liquide péritonial pour une étude cytobactériologique avec antibiogramme, une exploration complète de la cavité abdominale et le traitement étiologique, bien sûr, il dépend de la cause. Alors, il supprime la cause de la contamination et éradication de tout foyer septique. Comment on peut supprimer la cause? C'est-à-dire que si on a une péritonite par perforation d'ulcère, on doit suturer l'ulcère. Si on a une péritonite d'origine biliaire, on peut réaliser une cholécystectomie si elle est aisée à faire. En cas de péritonite par perforation ou pardon, une péritonite appendiculaire, on doit réaliser une appendicectomie. Éradication du foyer septique, c'est-à-dire qu'il faut réaliser une toilette péritoniale large. Alors, une toilette péritoniale large, un lavage abondant de la cavité péritoniale réalisé à l'aide d'au moins 2 litres de sérum salé isotonique tiède. À la fin de l'intervention, il faut drainer les compartiments intra-abdominaux. On a vu tout à l'heure dans l'étude anatomique qu'il y a des régions, des récessus qui sont le siège d'une collection et ces récessus qu'on doit drainer à la fin de l'intervention. Soit on a une collection sus-mésocolique qu'on doit drainer soit par un drainage sous-hépatique, soit par un drainage sous-phrénique, soit généralement en sous-mésocolique, drainage des gouttières pariétocoliques et surtout un drainage du cul-de-sac de Douglas. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il ne faut réaliser aucune anastomose dans un milieu septique. Pourquoi? Pourquoi on doit abolir les anastomoses quand on a une péritonite? Parce que ces anastomoses ne vont jamais tenir. N'importe quelle anastomose dans un milieu septique, elle va lâcher en post-opératoire et elle va être à l'origine, encore une fois, d'une péritonite. Alors, les péritonites tertiaires, c'est des infections qui sont intrapéritonéales persistantes. Elles sont très difficiles à traiter. Comme on a vu tout à l'heure, la mortalité est élevée, elle est de l'ordre de 30%. La prise en charge doit être multidisciplinaire.
Les micro-organismes présents sont nosocomiaux, c'est-à-dire d'origine hospitalière, souvent multirésistants et très difficiles à traiter. La sanction chirurgicale, elle est souvent impossible et les indications sont surtout les traitements médicaux et la radiologie interventionnelle. Donc en conclusion, il faut savoir que les péritonites aigus secondaires sont des urgences médico-chirurgicales. Le diagnostic, il est purement clinique. Le signe pathognomonique des péritonites aigus est la contracture abdominale. Cette contracture, il faut savoir qu'elle est absente dans certains cas, comme les péritonites asthéniques, comme on a vu tout à l'heure. Seule une intervention chirurgicale permet la guérison de la péritonite aiguë. Le pronostic, il dépend de la précocité de la prise en charge thérapeutique. Plus on est précoce dans la prise en charge, plus l'évolution est favorable. Plus on tarde à prendre en charge les péritonites, plus l'évolution est fatale. Merci pour votre attention.